Bienvenue à vous tous et très bonne année 2025 à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les étudiants, les apprentis, ceux qui accueillent, ceux qui régalent. Chaque mois, cette émission est la vôtre pour vous donner des repères pour toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le quotidien de votre métier, de votre entreprise, pour suivre les nouveautés et écouter ceux qui font bouger les lignes en Isère avec les représentants de l'UMI 38 et votre présidente Danielle Chavant. Bienvenue. Merci, bonjour. Excellente année à vous et plein de bonheur. Que pouvez-vous souhaiter à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration cette année? Alors, surtout, rester très optimiste et donc leur souhaiter une belle, douce et sereine année. Alors, ça paraît un peu décalé parce que on est loin de tout cela. Le 2025 ne va pas être forcément la plus belle année lorsque je vais vous dire que sur 5 fermetures d'établissements, il y a une seule ouverture. Quand je vais vous dire que tout ce qu'on sait de l'énergie, de l'inflation, de la masse salariale, le SMIC a augmenté, donc ça va entraîner une augmentation de la grille des salaires. Donc tout ça, on va être très honnête, c'est vrai que tout cela va exister. Mais en même temps, quelle est la profession qui rend autant heureux les clients, qui donnent autant de bonheur, très sincèrement, parce qu'on a nos clients captifs, on peut changer vraiment un grand moment de leur vie lorsqu'ils poussent la porte de nos maisons. Donc là, il faut s'enorgueillir de cela et se souhaiter donc une année pleine de plaisir à faire ce métier. Voilà. Ne jamais perdre cette idée de notre esprit, le plaisir toujours. Et penser au plaisir, au bonheur du client. Merci beaucoup, c'est ce qu'on vous souhaite en retour, bien évidemment. Et pour commencer l'année pleine d'optimisme, on vous propose un format particulier avec une interview très particulière réalisée il y a quelques jours. Et c'est une interview d'un représentant, d'un ambassadeur de la gastronomie française, Thierry Marx. Oui, notre président... nous avons eu le plaisir de kidnapper pendant le congrès à Lyon. Qui se tenait à Lyon. Et on a souhaité qu'il nous donne un peu de son temps. Et Dieu sait s'il est précieux parce que c'est un homme à l'international qui sillonne le monde, aussi bien par rapport à son accompagnement de palace au Japon, aux États-Unis, enfin en Asie. Bon, tout ça, il nous a donné un temps pour que chaque président de nos branches puisse poser sa question très spontanément. Et c'est un homme très, très précieux de ses paroles, de ses engagements. Chaque mot est pesé avec notre président. Donc, on va vraiment savourer toutes les réponses qu'il apporte à nos questions et nos inquiétudes. Voilà. Donc, toute sa philosophie, son point de vue, c'est à découvrir tout de suite ici. Merci, Président, de nous accorder quelques instants dans ces moments, ces journées très, très chargées. De votre intervention pesée, pertinente, comme vous savez le faire. J'ai retenu un mot à la fin qui a été « il faudra rester groupé ». Et j'ai aimé beaucoup, parce que ça va me permettre de vous demander maintenant, quelle est votre vision de ce nouveau syndicalisme, de cette nécessité d'être aussi percutant et attentif aux moindres choses, et que je sais que vous l'êtes? Non, d'abord de démontrer ce qu'est le syndicalisme patronal et de notre efficacité. Et il faut admettre que ce syndicalisme-là doit être une réponse quand nos adhérents se trouvent en difficulté. Nous, on est là quand ça va mal. Donc il ne faut pas faire la politique de l'autruche, regarder les faits, ce qui ne va pas, ce qu'on peut transformer et l'accepter, et de faire le travail d'innovation qui est absolument nécessaire dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, mais plus globalement du monde du tourisme. Donc il y a tout un tas de sujets qui sont à mettre en perspective, qui n'ont pas toujours été mis en perspective. On a subi. Moi, je me souviens de mon élection quand on me disait Thierry Marx, il ne saura jamais taper du poing sur la table. Est-ce que ça servait à quelque chose de taper du poing sur la table? Est-ce que ça servait à quelque chose de descendre dans la rue? Non, je crois que c'est un syndicalisme qui est force de proposition et surtout qui retrouve son indépendance. C'était très important pour moi. Quand je suis arrivé, j'avais des dossiers qui étaient notamment le dossier de la mutuelle santé qui était sur mon bureau, le dossier des titres restaurants. Tout ça manquait de
transparence, manquait de concurrence et manquait de gouvernance. Nous n'étions plus maîtres de ce que nous devions gouverner. Donc, nous avons travaillé sur ces sujets. Nous avons travaillé sur la mutuelle santé. Aujourd'hui, on a UMI Vitalité, il va être une très bonne efficacité, y compris pour l'épanouissement de l'UMI en France et dans les territoires. Donc, il y a toutes ces actions à mener qui sont longues, qui sont dures. Donc, pour clore ce mot sur restons groupés, c'est dans ces zones de turbulence. L'année dernière, je prononçais le mot zone de turbulence. On est aujourd'hui dans une zone de turbulence accélérée et en intempérie. Parce que la conjoncture, comme disent les Anglais, ce management fog, en plein brouillard, comme ça, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va retrouver notre cap. Et donc, si on ne reste pas groupés, si on ne reste pas unis à remettre ensemble en perspective les choses, eh bien, nous ne serons pas force de proposition, nous ne serons pas entendus, et c'est très dangereux. À un moment donné, où on constate, et ça c'est les constats de ce matin, qu'on ferme 20 entreprises par jour. Donc il faut maintenir le cap et puis il faut arrêter avec le bal des égos. On a une mauvaise image aujourd'hui du monde politique parce que c'est le bal des égos. Je veux être élu parce que je ne suis pas sûr d'être choisi. Donc, à l'UMI, montrons un peu l'exemple, arrêtons avec le bal des égos, travaillons dans nos départements, dans nos régions. Et puis, une fois qu'on aura travaillé, eh bien, finalement, on pourra être force de proposition. Et c'est ça l'essentiel, c'est de sauver nos entreprises, de donner une attractivité à notre gastronomie et à notre hôtellerie, donc donner une attractivité à notre pays, et puis de ne jamais oublier que même si on prononce le mot restaurant, si on prononce le mot hôtel, on prononce le mot tourisme, on se dit « Ah, c'est poétique, c'est merveilleux ». Oui, mais nous sommes des entreprises. Nous sommes des chefs et des chefs d'entreprise. Donc, à un moment donné, les règles du marché, les lois du marché, les flux qu'on doit créer pour venir à nos habitants, eh bien, l'UMI est là pour, je dirais, créer une forme d'action commune pour pouvoir avancer pour le bien-être de nos entreprises. Parce que si nous ne nous développons pas, eh bien, on va vers une hyper-industrialisation de nos métiers, une normalisation de nos métiers. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Surtout qu'on a deux grands mastodontes qui sont les États-Unis, extrêmement une force créative absolument incroyable, et la Chine qui copie finalement cette innovation et qui développe. Et qu'aujourd'hui, eh bien, il restera à l'Europe et à la France que l'économie de la qualité et du savoir-faire de qualité. Donc il faut travailler là-dessus, sur la formation, l'attractivité métier, sur l'impact environnemental de nos entreprises. Tout ça sont des choses importantes pour que nos modèles économiques soient durables. Tout à fait. Alors justement, ces quelques moments sur lesquels on vous accapare, c'est parce que nous avons créé en Isère des web vidéos pour s'approcher encore plus de nos adhérents. Ils n'ont plus le temps de lire, on le sait. Donc voilà, on leur fait un condensé des événements, de ce qu'il ne faut pas oublier. Comme ça, à n'importe quel moment, ils sont en train d'éplucher pommes de terre, ils peuvent écouter, etc. Et on voulait qu'ils aient quand même, ceux qui ne sont pas là, puissent avoir votre parole. Donc merci pour cette clarté. Je vais donner la parole maintenant à mon amie, la présidente des restaurateurs, Jacqueline, qui veut vous poser quelques questions. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai une double question. Donc suite à des questions récurrentes de nos adhérents à propos des tickets restaurants, quelle est la position de l'UMI à ce sujet? Et donc l'autre question, notre métier en pleine souffre beaucoup de toutes parts et elle a besoin de se réinventer. Et quel est pour vous le restaurant de demain? Donc, avec tout ce qu'apporte la gestion des humains, les offres, l'IA. Oui. Je vais vous répondre sur le titre restaurant déjà, la première partie de la question. Le titre restaurant, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, titre restaurant. Donc, on est quand même une profession extrêmement solidaire. On a accepté que ce titre restaurant devienne un petit peu un titre alimentation pour essayer de proposer quelque chose sur le pouvoir d'achat. On l'a accepté 1 année, 2 années. Je crois que ce n'est pas une bonne solution. Il faut que les restaurateurs retrouvent leur titre restaurant. Parce que c'est quelque chose qui leur est dû. Si je vous donne 2 chiffres qui vont probablement vous ulcérer comme moi, 575 millions d'euros de manque à gagner pour les restaurateurs. Ce qui veut dire que moi, je ferme 20 restaurants par jour aujourd'hui.
870 millions d'euros fléchés vers la grande distribution. C'est un non-sens. Est-ce que dans l'opinion publique, je vais faire pleurer les gens en leur disant qu'un restaurant va fermer parce qu'il a pu s'être... Non. Donc, je dis, soyons force de proposition. Et l'UMI a proposé qu'on crée un titre alimentation. Appelons un chat, un titre au restaurant est un titre au restaurant, et un titre alimentation pourrait être fléché vers la grande distribution. On a même ajouté un titre d'alimentation durable. Et les émetteurs de titres nous disent, oui, c'est faisable. Donc on a proposé au gouvernement et aux différents ministres qui nous ont reçus de créer ce titre alimentation pour les ménages à faible pouvoir d'achat. Et ce qui est intéressant, parce que le titre restaurant touche en gros 15% des salariés, le titre alimentation toucherait 80% des salariés. Ben voilà, une solution qui est solidaire, qui ne met pas en porte-à-faux qui que ce soit, qui ne coûtera pas vraiment d'argent à l'État et qui peut permettre aux gens qui émettent des titres restaurants d'émettre des titres alimentation. On me dit non, mais on n'arrivera pas à le mettre en place. Ça existe déjà en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc il faut aller là-dessus. Après, sur la deuxième question, oui, nos métiers sont en mutation. Oui, il va falloir planifier nos métiers différemment. Les gens vont continuer à déjeuner, petit déjeuner, déjeuner, dîner, bien sûr. Mais on n'a plus le même public. On n'a plus les mêmes personnes. On avait fait faire une étude il y a quelques années dans un grand groupe sur le rapport au travail. Le travail, les gens disent « je ne serai plus autant lié au travail que mes parents ont pu l'être. Donc je n'aurai plus un rapport sacrificiel au travail. Donc je veux bien vos métiers, ils me plaisent. Je veux bien venir travailler dans l'hôtellerie-restauration et le tourisme, ça me plaît, mais pas au rythme que vous voulez m'imposer. Et deuxième chose, pour déverrouiller tout ça, bien sûr qu'il y a la formation professionnelle. Pour des personnes, des fois, qui étaient très éloignées d'un projet métier. Ça, nous l'avons renforcé à l'UMI. 2, c'est de dire... Il y a un vrai sujet en France qui n'est pas simplement lié à l'hôtellerie-restauration. Quand on me fait dire en permanence qu'il manque 200 000 postes dans l'hôtellerie-restauration, j'ai envie de répondre, il manque plus de 200 000 postes partout ailleurs, dans les métiers de la santé, dans les métiers de la logistique, de la grande distribution, l'assistance aux personnes très âgées, la petite enfance. Enfin, je veux dire, il manque des gens partout. Donc, admettons cela et élevons le débat sur le coût du travail. Sur le coût du travail. Moi, quand je donne à quelqu'un qui sort de l'école 1 800 € brut ou 2 000 € brut, il lui reste à peine 1 400 €. Il ne se loge pas, le 10 du mois, il est à découvert. Donc pourquoi voulez-vous qu'il vienne travailler si le travail ne l'épanouit pas? Ça fait 40 ans en France que les gens ne s'épanouissent plus dans les bas salaires par le travail. Donc il faut réfléchir sur le coût du travail, et c'est ce que nous proposons au gouvernement, mais aussi aux OS, aux organismes salariés, de réfléchir, d'élever le débat. Sinon, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive l'ubérisation du travail, qu'on va finir par accepter comme une fatalité. On se dit, les gens disent non, écoutez, moi je ne veux pas de contrat de travail, le CDI ça ne m'intéresse pas, je suis auto-entrepreneur et la loi nous l'interdit aujourd'hui en France, mais est-ce que ça va durer? Parce que dans beaucoup de secteurs d'activité, maintenant, on accepte l'ubérisation du travail. Je ne serai pas le fossoyeur du modèle social français, quid du modèle social? Vous voyez où dans 10 ans avec un tel modèle? Les gens qui... Les chiffres du URSSAF sont assez clairs. 60% des gens qui sont auto-entrepreneurs ne payent pas leurs charges sociales. 60%. Donc ça veut dire que tenons en compte, soyons encore là à l'UMI, force de proposition, interrogeons le gouvernement, les OS et nous-mêmes sur le coût du travail qui aujourd'hui déroute les personnes d'un contrat de travail qui les protège pour aller vers des choses qui ne les protègent plus. Donc le changement de nos métiers, il est surtout basé sur la ressource humaine. Et je termine, on a beaucoup parlé de l'IA. Toute cette capacité d'une surintelligence qui viendrait nous aider dans notre quotidien. Pourquoi pas? Moi, je trouve, je suis
quelqu'un qui attache beaucoup d'attention à la psychologie, je dis trop de quelque chose provoque son contraire. Donc c'est plutôt bon pour nos métiers. Oui, on aura des réponses techniques, technologiques qui vont nous permettre d'améliorer des fois le flux de nos clients, mais le client aura envie de retrouver un lien social quand il vient boire un café, quand il vient manger dans un restaurant, voire retrouver une signature de restaurant. Donc c'est pas dans un avis contraire. Mais si nous ne prenons pas le virage de l'IA, si nous ne prenons pas le virage de la digitalisation, si nous ne prenons pas le virage du coût du travail, eh bien il y a un sujet. Et on voit aujourd'hui tous les grandes chaînes qui se disent, nous finalement, l'ubérisation du travail, c'est pas si mal. Parce que moi, la technique, elle est très simple, et je mets des burgers, du pain, ou je mets autre chose, et j'assemble tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui restera de notre cuisine d'auteur? Parce que la France, c'est de la cuisine d'auteur. Quand on parle de gastronomie, c'est un domaine très vaste. La cuisine d'auteur commence au bistrot, voire dans le bistrot de campagne, jusqu'à la grande brasserie, jusqu'au chef étoilé qui fait une signature de cuisine. Tout ça, il faut le défendre au travers, comme je l'ai dit, de la formation professionnelle, et puis de regarder quels sont les freins. Et les freins, c'est quand même que les personnes ont beaucoup de mal à s'épanouir avec leur rémunération. Et c'est pour cela que l'UMI, dans les 3 premiers mois de ma mandature, j'ai signé un accord avec Action Logement qui permet à des jeunes gens qui des fois sont d'extraction sociale extrêmement modeste de pouvoir avoir une caution validé par Action Logement pour qu'ils puissent rentrer dans un logement décent quand ils travaillent. Ça, c'est des actions concrètes qui ramènent les gens dans un projet métier. Parce que si tous les freins, quels sont les freins? Vous travaillez, vous êtes dans une commune assez éloignée d'une grande ville. On vous propose un très joli établissement au cœur d'une ville. Vous voulez y aller, vous ne pouvez pas vous loger, vous n'avez pas de mobilité. Finalement, vous allez faire le sacrifice pendant peut-être 2 mois, 3 mois, vous êtes exténué, vous abandonnez. Et on vous dit, non, c'est quand même un métier dur. C'est pas plus dur qu'un métier d'infirmière. C'est pas plus dur que des métiers qui ont aussi des horaires décalés. C'est pas ce que nous reprochent les jeunes gens. Ils nous disent, moi, je veux vivre de vos métiers. Et peut-être que je veux accepter 4-3. Je veux bien faire vos coupures, mais 4-3, 4 jours je travaille, 3 jours je me repose. Ou alors, si on a plus de moyens pour la rémunération et moins de charges sur nos salaires, on pourra nous planifier avec 2 shifts ou un seul shift. Mais on en aura la possibilité de le faire. Là, aujourd'hui, quand je regarde les bilans comptables d'énormément d'entreprises de la restauration, on a 2,5% de marge pour des entreprises extrêmement bien gérées. Donc la moindre turbulence économique, le moindre problème de météo, le moindre problème de coût de l'énergie, eh bien vous n'avez plus de trésorerie. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, 1 an et demi que je vois des entreprises tourner sans trésorerie. Donc c'est une difficulté absolue. Donc encore une fois, faire adhérer les gens à l'UMI, c'est de leur dire, nous on est là aussi surtout quand ça va mal. Quand tout va bien, vous payez votre cotisation. C'est comme l'assurance de la voiture. Mais quand il y a des combats à mener, je vous donne un truc qui doit aider notre profession, qui a été très très mal présenté, le fait maison. Il faut défendre le fait maison dans l'ensemble des métiers de bouche. Le décret de 2014, nous étions arrivés à défendre l'idée du fait maison avec l'ensemble des métiers de bouche, donc la CGAD, etc. Et on avance, on y arrive, on se dit il nous faut une loi cadre, que chaque restaurateur qui aura ce logo, sous un contrôle et vraiment de la DGCRF, eh bien, justifiera de faire du fait maison avec des produits français, faits en France et travaillés en France. Eh bien, au dernier moment, pour une rhétorique de plateau télé, on va dire non, on ne veut plus faire le fait maison, on va faire le non fait maison. Quelque chose de discriminant dont personne ne va accepter. Par contre, vous défendez le fait maison. Vous protégez quoi? 1, artisan, cuisinier ou cuisinière, et vous protégez le mot restaurant. Voilà pourquoi il fallait se battre pour le fait maison. Si j'avais laissé passer le non fait maison, le boulanger avait le droit de faire une baguette en mettant un jambon dont il ne connaît pas la provenance dans une baguette, et lui, il avait le droit au fait maison, or que le restaurateur ou le cafetier n'y avait plus le droit. Enfin, c'était complètement fou, et tous les gens des métiers de bouche. Donc on s'est battu pour ça, et croyez-moi, on a pris des coups. Et notamment moi, on me dit non, il ne veut pas le fait maison. Mais si, moi je veux le fait maison. Et l'ensemble des syndicats voulaient le fait maison dans une loi cadre. Et pour clore, je vais porter encore cette PPL quand on aura une Assemblée nationale sur le fait maison qui protège toute la filière, y compris qui travaille avec nos agriculteurs sur le circuit court. Et ça, c'est des combats de l'UMI.
facile de faire sur les plateaux télé, de faire des grands mouvements et de dire moi je suis contre ci ou contre ça. Nous c'est sur le fond. Et quand le dossier est abouti, le dossier du fait maison est abouti, aujourd'hui on peut le porter dans un projet de loi, ça protégera la restauration. Parce que le client, il ne peut pas être au pif comme on dit. Peur, incertitude, frayeur. Il veut savoir si c'est du fait maison, alors il veut accepter l'euro de plus. Si c'est pas fait maison, ils veulent le savoir aussi. Et ça, c'est très important. Et les restaurateurs n'ont rien à cacher. Moi, quand dans une de mes brasseries, j'achète un pâté en croûte chez un ami charcutier qui s'appelle Gilles Véraud, je dis, c'est le pâté en croûte de chez Gilles Véraud. Je n'ai pas les moyens techniques de le faire, donc je le fais faire par le meilleur, ou un des meilleurs. Bon, voilà, on est clair avec nos métiers, on sait être... Et les combats de l'UMI, c'est ça. Et c'est ça pour l'ensemble de nos métiers. Président, bonjour. Je crois que l'UMI peut se réjouir de la loi sur la régulation des meublés touristiques, mais peut-on s'en satisfaire? Non, ça ne suffira pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais cette loi sur les meublés touristiques, d'ailleurs merci à mes prédécesseurs, qui passaient pour des gens grincheux, qui n'aimaient pas la modernité, et il fallait qu'ils acceptent tout. Heureusement qu'on a tiré la sonnette d'alarme sur cette digitalisation de notre société. Aujourd'hui, je rencontre des maires en Europe qui me disent on est devenus des maires de parcs d'attractions. Les gens ont acheté 15 ou 20 villas dans le village. Il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus rien. Les villas sont utilisées 6 mois de l'année. Les gens se payent une rente avec ça. Et puis, j'ai plus d'habitants. Donc, il y avait une urgence à traiter. Mais heureusement que l'UMI a été là pour tirer la sonnette d'alarme. Et qu'enfin, à force de congrès de maires, eh bien, les maires ont pris conscience de ce qui leur arrivait dans la ville. Avec cette raréfaction du logement social, on ajoutait un drame de plus avec ces meublés touristiques. Donc ça, c'est un sujet que nous avons mené de front. Mais encore une fois, si on avait dit, oui, ça nuit à la concurrence des hôtels, c'est une concurrence déloyale, ça ne fait pas pleurer dans les chaumières. On dit, bon, ils se plaignent tout le temps, c'est pas grave, ils n'ont qu'à payer. Mais quand ça touche votre quotidien, les logements de vos enfants, votre propre envie de déménager, là, ça commence. Et c'est là où on a travaillé avec les maires pour se dire non, si on parle que de la concurrence déloyale, ça ne tient pas. Et d'ailleurs, on perd un procès comme ça. Et puis on va le gagner en disant mais attendez, ça touche la société. Aujourd'hui, dans nos sociétés, vous avez une digitalisation qui est une accélération digne d'une fusée. Et entre, vous avez le législatif qui peine à suivre, mais avec des années de retard. Je dis bien des années de retard. Non, il y a d'autres combats à mener. Le combat le plus dur aujourd'hui, c'est la DMA, le Digital Market Act. Donc là, vous négociez avec Google, c'est plus... et Google vous dit, bah, écoutez, moi, ces grandes plateformes, ce sont nos partenaires économiques. Vous êtes des clients de Google. Donc, bah oui, c'est normal que vous montiez en 10, 15e place. Au départ, on n'a pas vu venir les choses. Et heureusement, nous avions encore à l'époque Thierry Breton à l'Europe qui tirait la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, moi, j'ai des hôteliers qui me disent bah, écoutez, je remonte en 15e page, j'ai moins de flux. Et puis, quand vous regardez, bah, ce sont les grandes plateformes qui prennent votre marge et qui, avec ces marges, finalement, ont un tout petit impact fiscal en France, un petit peu d'impact fiscal aux Pays-Bas et une grosse impact intéressante pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, quand l'UMI défend l'idée d'une plateforme française au moins européenne, c'est 2 ans de travail pour le faire, de passer d'essayer de rencontrer des gens qui sont en compétence pour le faire. Ce n'est pas le travail d'un syndicat de savoir faire une plateforme, et de trouver les financements que nous sommes en train de trouver pour le faire. Est-ce qu'on battra Booking? Non, bien sûr que non. Mais on pourra créer une plateforme qui aura comme motivation d'être moins chère que Booking. Donc de redonner des marges à l'hôtelier. Parce que ces marges qu'il perd, c'est des investissements en moins dans l'entreprise. Il va se dire, bon, bah là, je ne peux pas partager la valeur avec mon staff, je devrais passer sur l'impact environnemental, changer pour une pompe à chaleur, mais l'investissement, cette année, je ne pourrais pas le faire. Tout ça parce que je donne 20 à 25% à des plateformes qui me challengent au quotidien. Et puis, on a pris l'habitude, par paresse, de ne traiter que ça. Donc, finalement, même nos collaborateurs ont l'habitude de ces plateformes et ça roule. Donc, l'UMI est là aussi en vigie
pour dire attention, ne croyez pas que ça vous sert. Quand vous faites une chambre à 100 €, la plateforme gardera 20% de cela. Il vous reste, allez, 75 €. 75 €, vous allez payer une TVA. Il va vous rester à peine 68 €, en gros, je ne calcule pas bien de tête. Et comment vous allez marger? Comment vous allez vous développer? Comment vous allez refaire la qualité d'hébergement ou la qualité d'hospitalité de votre entreprise? Ça ne marche pas. Ça, c'est des combats de l'UMI et de Véronique Siegel, que je remercie vraiment beaucoup, parce que elle est vraiment au contact de ces grands groupes, et d'être au contact de Google ou de Booking, c'est pas facile parce qu'ils ont une armada de gens, et eux sont déjà depuis 5 ou 6 ans sur l'intelligence artificielle, parce qu'ils savent que c'est ça qui aurait pu les mettre en péril. Donc vous voyez, c'est des actions. Pourquoi j'ai décidé avec tout le monde de refaire le logo de l'UMI, c'est pour monter une tonicité, une offensive. Ce chapeau pointu qui était cette pyramide, qui était un mausolée finalement. Et un mausolée, c'est quoi? C'est une tombe. Donc je voulais sortir ce syndicalisme-là et dire aux adhérents, on va se battre pour vous, mais restez soudés. On revient au propos de tout à l'heure. Si vous ne restez pas soudés, alors il y aura toujours une place pour les gens pour nous diviser. Et alors, quand on voit qu'il y a quelques médiocrité des fois entre nous, on se dit, mais vous êtes conscients, les gars, que vous vous tirez une balle dans le pied à chaque fois que vous parlez mal de l'UMI, comme à chaque fois qu'on parle mal de nos métiers. Donc il faut mener ces combats, et pour l'hôtellerie, c'est un combat de fond aussi qui est mondial. Donc si on veut protéger cette hôtellerie française et européenne, eh bien il ne faut pas qu'on se disperse, parce que là on disperse nos marges, et sans marge, on n'investit plus. Merci, Président. Responsable depuis très longtemps sur la place de Grenoble, dans les bars et pubs, choses de qualité. Bonjour Président. Je devais vous poser une question sur les défaillances d'entreprise, les actions qu'allait mener l'UMI, mais franchement, vous avez répondu à cette question tout le long, donc je suis obligé de changer de question au dernier moment. Mais moi, je voulais vous parler des affichages obligatoires et notamment l'affichage sur toutes les origines de viande. Donc, j'ai l'impression qu'à la restauration, les députés nous demandent sans arrêt plus et plus d'affichage. Je m'aperçois dans les restaurants alentours que c'est devenu tellement compliqué que finalement les gens ne font plus rien. C'est-à-dire les allergènes, c'est quasiment abandonné parce que c'est très compliqué. Si vous changez votre carte tous les jours, le suivi des allergènes, c'est quasi impossible. L'origine de toutes les viandes, ça a été décidé au moment de la vache folle pour détecter l'origine de la viande de bœuf. Maintenant, on nous demande de donner l'origine de toutes les viandes. On est en train de servir de l'entrecôte argentine. En milieu de service, on passe sur l'entrecôte européenne. Qui fait quoi? Qui va changer le tableau? On sera toujours en infraction. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une simplification de tout ça? Et je ne parle pas en plus de l'affichage obligatoire, qui est complètement ahurissant. Nous, on a un arrêté préfectoral de 17 pages dans l'Isère. Comment on affiche un arrêté préfectoral de 17 pages, et c'est obligatoire? Comment on affiche tout l'affichage obligatoire qu'on doit donner aux clients, le médiateur, etc., etc. Et comment on affiche l'affichage obligatoire pour les salariés? Ça devient une machine. Quand les gens ont fini le permis d'exploitation et qu'ils ont fait le stage d'hygiène en plus, ils se disent dans quel monde je rentre? Ça paraît un peu compliqué. Non mais on va laisser passer ce que vous évoquez, c'est la multiplication des normes. Et ça, c'est vraiment un sujet que nous avons évoqué très souvent avec les ministres, cette multiplication des normes. Alors après, c'est difficile comme réponse, parce que on a après le même problème que les agriculteurs.
C'est pour ça que moi j'ai toujours été solidaire des agriculteurs, parce qu'on leur multiplie les normes. Nous, on doit être que parfait, et les autres, ils font comme ils veulent. Donc là, il y a un sujet, et on travaille sur la simplification. Mais ce qui ne nous a pas échappé, c'est la dissolution. Nous avions répondu à ces principes de simplification, et rien que sur le débit de boisson, qui est quand même un code qui date de Napoléon III, je crois, si je ne me trompe pas. Donc il faut quand même le rénover. Et après, sur les normes et la clarification des normes, ça c'est un vrai sujet. Et sur l'appellation, la traçabilité des produits, c'est un autre sujet. Donc on a essayé de rationaliser tout ça, de proposer des outils. Je pense que dans quelques mois, on aura quelques outils à proposer aux cafetiers, aux restaurateurs, pour faciliter ce flux. Après, il y a un souci de sourcing. Il ne faut pas oublier qu'on doit déjà anticiper le coût de l'impact carbone pour 2030 des assiettes. Donc effectivement, un certain nombre de produits qui seront tracés de l'agriculture française, il n'y aura pas beaucoup de problèmes sur l'impact carbone, mais un produit qui vient d'Argentine, du Mexique, des États-Unis, ça va être très compliqué. Donc il va falloir apprendre à travailler avec ces circuits courts, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le monde agricole aujourd'hui, à l'UMI, notamment avec Bleu Blanc Cœur, pour essayer de trouver des logistiques plus adaptées, notamment aussi des gros porteurs. Hein. On les connaît, des Kashkari qui travaillent beaucoup pour la restauration, de leur dire aidez le restaurateur à flécher tout ça, donnez-lui les outils. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des Kashkari qui proposent des logiciels qui sont adaptés pour ça. Alors, encore une fois, chacun fait en fonction, mais la règle est l'adaptabilité. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte et on voyait un peu tout et n'importe quoi en termes de prix. Ce qui a beaucoup tué la restauration, mais comme l'ensemble de l'artisanat français et de son industrie d'ailleurs aussi, cette théorie du low cost, du tout pas cher. Et à chaque fois que vous lisez une critique d'un journaliste gastronomique, il vous dit « Oh, et puis en plus chez lui c'est trop cher ». C'est quoi cher ? C'est quoi la valeur d'un produit ? Où est la valeur ? Dans la négociation entre deux parties ou dans le produit ? Donc cher ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Donc il faut aussi nous dire des fois être moins dans l'offre. Moi je vois des petits restaurants où je vois qu'il y a 2 personnes en cuisine avec une offre de 5 entrées, de 5 plats, 5 desserts. Donc je sais que les 2 tiers ne seront pas... est-ce que c'est sérieux ? Donc il faut aussi à un moment donné, je dis aux restaurateurs, mais regardez un petit peu la réalité des choses. Moi, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit, tu sais, ce métier, c'est donner de la valeur ajoutée à des produits simples. Et ça me parlait beaucoup, parce que je voyais des petits bistrots qui avaient un plat du jour, une entrée chaude, une entrée froide, un plat du jour, puis un petit plat grillé pour les gens qui n'aimaient pas le plat du jour, et 2 ou 3 desserts faits maison, une tarte aux pommes, une crème carafe. Et ça faisait leur bonheur. Et il faut rebâtir des modèles économiques aussi qui soient durables et moins coûteux. Donc c'est aussi en interne qu'on doit réapprendre à travailler. Là, je viens d'être interrogé sur travailler sur le gaspillage alimentaire. Bon, pourquoi on me parle de gaspillage alimentaire en cuisine ? Je ne vois pas, j'ai jamais rien gaspillé et j'ai jamais eu beaucoup de poubelles dans mes cuisines. Et pourtant, j'ai toujours fait du fait maison. Donc, ce qu'il faut défendre, c'est le fait maison. Parce que s'il y a du gaspillage, s'il y a des produits qu'on essaye de pré-transformer parce qu'on n'a pas le staff, c'est là le sujet. Et on revient sur le coût du travail et sur le fait maison. Si faut faire du fait maison, il faut qu'on ait une fiscalité favorable. Sinon, ça continuera à mourir. Et il y a des gens qui se fichent de savoir si on fait du fait maison ou pas. Il y a des restaurateurs qui s'appellent restaurateurs qui disent bon, on s'en fout, nous on fait de l'argent. Du fait maison, on fait de l'argent. Et puis il y a quand même une grande proportion en France de gens qui veulent continuer à faire du fait maison. Mais si vous ne les aidez pas, quand je dis ça, on me dit oui, vous allez encore nous faire le coup de la fiscalité. Mais j'étais, il y a 2 jours, avec des gens qui sont dans le textile en Bretagne, qui redéfendent des marques françaises, notamment au niveau des pullovers, des tricots pour les marins. Voilà, fait en France, transformé en France, vendu en France. Aucune aide. Pourtant, ils font français. Ils veulent développer une industrie, réindustrialiser la France. Aucune aide. Donc, il ne faut pas avoir 2 discours avec nos gouvernements. Il faut leur dire, non, vous nous mettez des normes, ça. On ne peut pas les tenir parce que vous ne nous aidez pas à améliorer nos conditions de travail, nos conditions de vie dans les entreprises. Donc ça, c'est des combats à mener. Le combat sur le fait maison. Après, la traçabilité, on n'y coupera pas. Les biodéchets, on n'y coupera pas. Mais encore une fois, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Moi, aujourd'hui, si je prends simplement une de mes entreprises, le travail sur les biodéchets dans ce restaurant, c'est presque 250 € par mois.
c'est un budget quand vous faites 2% de marge. Donc comment je travaille là-dessus? Donc tous ces sujets, nous les construisons pour les porter face au gouvernement à chaque fois. C'est très très compliqué parce qu'aujourd'hui, vous allez sur un plateau télé, vous avez 15 secondes pour exprimer ça. Quand vous dites pour ou contre les titres restaurants, tout de suite le journaliste ou la journaliste va dire oui mais vous êtes contre la solidarité. Non, je ne suis pas contre la solidarité. Donc il faut bien angler notre discours et continuer. Et encore une fois, je termine là-dessus, restons groupés. Si on se divise, parce que c'est très facile de diviser l'être humain, on va lui dire non mais toi t'es mieux que l'autre, alors lui il a dit ça mais toi tu penses pareil que lui. Et il y a tellement cette envie d'image, cette envie d'être célèbre plutôt que d'être utile, eh bien évidemment c'est tentant de dire bon je ne vais pas dire comme lui, comme ça. C'est pour ça qu'on a travaillé sur la communication en interne pour permettre à nos présidents de prendre la parole, d'avoir le fond des sujets et d'avoir les bons éléments de langage. Parce que ce qui sera retenu, ce sera que le mauvais élément de langage. Donc il faut asséner. Quand vous parlez du titre au restaurant, non, nous ça s'appelle titre au restaurant. On est pour un titre alimentation. Dézoomer par moment le sujet. Et puis il y a aussi de l'admettre qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans notre profession. Juste pour rebondir, nous, ce qui m'ennuie, c'est qu'on en est encore pour l'affichage obligatoire, la traçabilité, on en est encore à l'affichage physique obligatoire. Donc nous, on pensait à l'UMI 38 créer un QR code UMI national qui englobe déjà tout l'affichage obligatoire traditionnel et sur lequel on puisse rajouter l'origine des viandes, les allergènes et qu'on puisse modifier sur notre ordinateur. Et c'est-à-dire c'est le client qui va chercher l'information du médiateur, etc. Mais c'est plus un affichage. L'affichage, il n'est pas tenable, l'affichage physique. Il est vrai, je vous l'accorde. Pourquoi nous avons été mesurés là-dessus? Dès lors que vous allez donner au client la possibilité d'aller voir exactement le contenu, c'est l'IA, vous détournez aussi le client. C'est qu'à un moment donné, bon, ça ne me convient pas, je ne vais pas là. Donc il faut faire attention, il y a des idées. Moi je vois le QR code est une bonne chose, on sait tous placer des QR codes maintenant. Suivre une traçabilité d'un produit, mais il faut donner envie. Nos métiers, être donné envie. Si on met tout de suite en marche une sélection, c'est compliqué parce que quand on travaille sur la traçabilité des produits, un produit français, oui, fait en France, transformé en France, pas sûr. Donc vous pouvez être pisté comme ça, dès lors que vous émettez quelque chose, c'est ce qu'a pas évoqué tout à l'heure l'intelligence augmentée, mais dès lors que vous pianotez quelque chose, vous envoyez des milliards d'infos à plein de gens. Et est-ce que vous avez envie de commencer comme ça? Donc là aussi, il faut avoir un travail mesuré. Et puis, et c'est pour ça que je veux renforcer le permis d'exploiter, parce qu'il y a des manques dans nos métiers de formation sur les produits, sur le sourcing des produits. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai ramené l'histoire du monde agricole, du monde de la pêche dans l'UMIH pour se dire, est-ce qu'on peut contourner certaines filières, certains gros porteurs? Moi, je suis allé à Lorient jeudi et j'ai négocié de pouvoir acheter du poisson au même titre que n'importe quel groupe de la grande distribution si j'en prenais un certain volume. J'ai trouvé les moyens logistiques pour le faire. Donc ça veut dire que, encore une fois, quand je vous dis rester groupé en région, travailler sur vos centrales d'achat, peser sur un cache-carry ou sur un marché. Dire, vous savez, on est 120 ou 130 restaurateurs dans le département, on se groupe. La recette, on s'en fiche. Mais le produit phare, quand vous décidez de travailler du maquereau ou du lapin, vous dites, nous, tous les restaurateurs groupés, là, c'est 100 kilos semaine. Le fournisseur, c'est comme ça. Il y a, et je termine vraiment là-dessus, mais il y avait à l'UMI cette sensation, enfin pas à l'UMI, mais dans le monde des restaurants, nous, on n'est pas comme les autres industries, mais on est une industrie. Alors, on aime bien parler des 1000 ou 1500 chefs et chefs eux, donc j'ai la chance d'avoir fait partie, et tant mieux de dire non, nous, on est l'élite, on est ci et ça, mais on est 175 000 restaurants, d'accord? On est 88 000 hôtels, on est 1 600 000 salariés. Donc, on n'est pas une variable d'ajustement comme ça. Mais quand je proposais le mot industrie, quand j'évoquais, c'est l'industrie. Non, mais... Et tous mes chefs, mes copains chefs, étoilés, non mais l'UMI, c'est une industrie. Je dis, les gars, vous avez peur de quoi? Si nous on meurt, vous mourrez avec nous.
Et vous ne survivrez pas à ça. Donc il faut moderniser tout ça et aussi admettre que dans nos formations, par moment, sur le sourcing des produits, on n'est pas bon. Moi, je vois des confrères, je me dis, mais c'est fou avec ce produit, pourquoi le Angus serait meilleur, travaille, trouve tes producteurs. D'ailleurs, simplement une phrase pour vous montrer quand même que l'ISER, c'est pas pour se mettre en valeur, mais on vient de faire une formation pour nos chefs spontanés sur le végétal. Là aussi, il y a un tournant à prendre, on ne peut pas l'ignorer. C'est fini. On ne peut pas dire à un client, ah oui, vous êtes végétarien, oui, bon, on va vous faire quoi, 2 haricots, une pomme de terre. C'est fini, il faut des vraies recettes. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus et les institutions nous aident, la métropole, la région. Je vous l'accorde. Ouais. Je milite depuis des années pour une alimentation 80% végétale, 20% protéines animales. Et la protéine animale, elle est parfaitement respectable et elle doit protéger nos éleveurs, nos agriculteurs et leur permettre de gagner mieux leur vie. Donc il faut la payer plus cher. Ouais. Et maintenant, dans le végétal aussi. Aujourd'hui, de la protéine végétale faite en région et écrasée en région fait des produits exceptionnels pour la protéine végétale. L'année dernière, je les ai fait venir à un congrès de l'UMI, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu de la part d'un détracteur de l'UMI, d'un ancien de l'UMI, qui a dit pique-pendre là-dessus. Or que c'est un produit totalement vert, totalement green, et fait par une agriculture française. Et la protéine végétale, elle n'est pas nouvelle, elle est de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, alors, moi, je suis vraiment pour l'impact environnemental de notre cuisine, mais elle n'exclut pas la protéine animale et au contraire, elle protège nos éleveurs. Je dois vous abandonner maintenant. Non, simplement, restons sur une note positive et réjouissons-nous d'avoir quand même un Isérois, chef, bien sûr, éminent, notre ami Savoie, qui vient de rentrer à l'Académie. Voilà, comme quoi la cuisine française est toujours à l'honneur. Merci, Président. Bien sûr, et merci. Planète. Et elle a encore, grâce à Guy d'ailleurs, elle fait partie encore des établissements qui ont un relief planétaire. Voilà, ça fait du bien. Merci. Daniel Chavant, merci déjà de nous avoir fait profiter de ces précieux enseignements, conseils pour vous. Qu'est-ce qu'il faut retirer de cette interview ? Eh bien, je crois que les mots-clés qui ont été retenus pendant ce congrès, c'est que il faut qu'on soit plus groupé dans cette profession. On a une profession très individualiste, puisqu'il n'y a pas 2 établissements qui se ressemblent. C'est le grand écart. On a aussi bien le petit café de la place jusqu'aux 5 étoiles et restaurant étoilé. Donc, il est le président de toute cette profession. Et je crois qu'il faut se le redire. Il ne faut pas rester dans nos maisons uniquement. Il faut aller vers son confrère, son collègue. Il faut aller plus près de ses collaborateurs, les engager, leur faire des formations, des stimulations. Il faut être constamment en ébullition dans cette profession. C'est un luxe. On ne peut pas se permettre de vivre sur nos lauriers ou nos acquis. D'abord parce que les marges sont là et il faut être très attentif. Elles sont de plus en plus étroites, donc il ne faut pas les louper. Donc vraiment, il nous a rappelé qu'il ne fallait pas avoir peur peut-être de grouper des achats. Forcément qu'à un moment, tout le monde va faire des huîtres au moment. Voilà un exemple ou des saumons fumés, si vous voulez faire du saumon pour faire des fumés. Peut-être grouper avec quelques collègues, voilà, on obtiendra de meilleurs prix. Et ayant un meilleur achat, on sait que notre marge s'en ressentira. Donc, il faut arrêter de faire tout seul dans son coin. C'est pour ça que nous, le syndicat, on essaye de fédérer, d'organiser des événements, des rencontres. Par exemple, cette course de garçons de café où toute la profession se retrouve, où on met en valeur nos jeunes et on leur donne toujours cette envie d'aller plus loin et d'être avec nous. Il ne faut pas les tenir à l'écart, il faut les investir, les concerner. Merci beaucoup pour cette opinion précieuse, Daniel Chavant. On va, hors antenne, profiter de cette galette. J'espère que vous allez tous en faire la même chose aussi et garder cet esprit de fête, cette sérénité et cette douceur tout au long de l'année. Faites-vous plaisir. Merci encore à vous et on se retrouve le mois prochain. À très vite.
patienter. Merci de patienter.